qu'il y a. Dis-moi qui se présente à toi. Les deux sont là. Bien. Alors, demande-leur ce qu'on doit aller explorer qui serait sympa. Où est-ce qu'on doit aller? Qu'est-ce qui serait intéressant? Ce serait Ursina. Ursina. Ouais. Elle dit que Shambhala, c'était une ville de commerce, Mhm. pas spécialement intéressante. Ouais. Elle dit Agartha, c'était une mégapole, mais c'était plus une zone où étaient prises des décisions assez importantes. C'était pas le lieu vraiment idéal pour connaître la vie des Atlantes. Ouais. C'est bon de signaler que cette ville servait à ça, Mhm. mais c'est tout. Elle dit qu'Ursina, vraiment la ville la mieux, quoi. Ouais. C'est pas la plus grande, mais Mhm. c'est certainement la plus intéressante. Ouais. Tu vois, j'aurais aimé qu'on aborde leur mode de vie, leur façon de diriger les choses, enfin toutes les choses qu'on sait pas en fin de compte, qu'on on n'a pas trop d'infos là-dessus. Elle va essayer de décrire la vie d'un habitant, Ouais. et ensuite, elle partira dans le général, comment la ville est gérée, Mhm. et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est plus Mamakia qui va nous D'accord. guider. Ok. Elle dit que les naissances, tu sais déjà comment que ça se passe. Mhm. Jusqu'à 2 ans, les enfants ne sont que élevés par les mamans, ne sont au contact que de personnes féminines. Le féminin, il est valorisé chez les Atlantes, beaucoup plus que le masculin. Ouais. Au temps des Atlantes, il n'y a aucune violence du côté des femmes. Du côté des hommes non plus, mais les hommes ne savent pas contrôler leur ego. Donc même s'il n'y a pas de violence, il y a toujours des petites formes de jalousie. Bien qu'elles paraissent insignifiantes par rapport aux humains, Mhm. elles sont quand même présentes. Pour donner le plus de chance aux enfants, leurs 2 premières années ne sont qu'avec des femmes. Une mère dort avec son fils jusqu'à ses 2 ans. Cependant, la journée, c'est pas forcément elle qui a son fils. Mhm. Chaque femme majeure, la majorité, était aux environs de 15 ans, ce qui correspondrait à nous, à notre majorité. À 15 ans, une femme était suffisamment mûre. Pas Ah, pour enfanter, ouais. elle n'enfantait pas avant 20 ans, mais pour s'occuper d'enfants. Donc chaque femme avait le devoir, c'était un peu comme nous le service militaire, de s'occuper d'autres enfants. Ouais. Elle n'avait pas le choix. Mhm. Mais aucune ne se forçait tellement elles trouvaient ça bien. Ouais, c'était naturel, quoi. Tout à fait. Elles adoraient toutes s'occuper d'enfants. Donc jusqu'à leurs 2 ans,
On leur apprenait à s'exprimer, on leur apprenait à marcher et à l'éviter. Mm. Le Maquia va parler en temps humain pour qu'on Mm. comprenne. Mm. Ce qui, au bout d'environ 6 mois, on leur offre un cristal qu'on leur met autour du cou. Ils porteront ce cristal toute leur vie. Ce cristal, il est comme clipsé sur un médaillon qui est autour d'une chaîne, autour du cou. Quand ils ont besoin, ils enlèvent ce cristal. S'ils ont besoin de prendre un moyen de locomotion, ce cristal qui va énergiser le moyen de locomotion. Mm. On leur apprend aussi à respecter les autres, la solidarité. Et ils ne reçoivent que de l'amour. Pas un seul enfant ne reçoit une correction, ni physique, ni verbale. La manière dont ils sont élevés, ils ne sont jamais dans la rébellion. Tout bonnement impossible. À partir de 2 ans, on écarte les hommes des femmes, c'est-à-dire les enfants filles sont élevés d'un côté et les enfants garçons de l'autre. On sait qu'à partir de là, les hommes, le peu d'ego qu'ils ont va commencer de se développer. Il ne faut pas contaminer la, la fille. Ah ouais. Mais tu peux sourire, mais c'est vraiment ça. Et l'humain a accentué ça. L'humain moderne, Mhm. si tu regardes bien, il n'y avait que des hommes à la tête du pouvoir. Mais oui. Les premières femmes qui sont venues au pouvoir, elles sont venues parce que on a réussi à leur mettre leur ego en valeur. Mhm. Chez les Atlantes, on a toujours su le contenir. Donc les filles continuent d'être élevées par des femmes. Les garçons, indifféremment. Tantôt des femmes pour tout ce qui est instruction spirituelle en particulier. Et par les hommes pour tout ce qui est instruction dans la 3D. On leur apprend aux garçons à respecter les filles, à ne pas les prendre pour des objets. Aux filles, on, on leur apprend à ne pas se comporter comme des déesses, à ne pas rabaisser l'homme et à ne pas le prendre non plus pour son esclave. Les filles ont tendance, une fois qu'elles ont un compagnon, de s'en servir un peu comme domestique. Oh. En fait, il y avait un juste équilibre. Mm. Jusqu'à leurs 12 ans, jusqu'à 12 ans, c'est ainsi. On leur apprend aux femmes à aimer les enfants. On leur apprend tout ce qui est médicinal pour le corps de la 3D.
absolument tout. Mhm. Elles doivent connaître sur le bout des doigts chaque plante, chaque algue, chaque particule de la nature qui peut apporter un bienfait au corps. On leur explique aussi que le plaisir du corps doit être accompagné d'un plaisir spirituel. Ne pas se donner du plaisir pour avoir du plaisir, mais se donner du plaisir par amour. On fait la même chose avec les hommes. On leur explique que la femme n'est pas un objet, pas un objet du désir. Quand on l'a choisie, on la respecte. Il faut savoir que les Atlantes faisaient aussi beaucoup l'amour par plaisir. Il ne faut pas croire qu'ils faisaient que l'amour pour procréer. Ce plaisir était quasi quotidien, mais entièrement consentant. Beaucoup de plaisir était autorisé à partir du moment que les deux y trouvaient leur compte, sans jalousie. La sodomie était réservée uniquement au divin, interdite ailleurs. Elle ouvrait, elle donnait droit à des pactes. Tout le reste était autorisé. Seule la pénétration anale, avec objet, les doigts, ou la langue ou le pénis était interdite, dans un sens comme dans l'autre. L'homosexualité ne fait pas partie du monde des Atlantes. Aucunement. Les hommes apprenaient à construire des demeures, des palaces, des temples, des routes. Suivant leur corpulence physique, on les classait. Ils ne choisissaient pas quel métier ils allaient faire. On leur disait quel métier ils allaient faire. C'était très souvent en fonction de leur capacité physique. Mhm. Les hommes étaient très forts. Mhm. Ils avaient quasiment la force d'un gorille aujourd'hui. Ah oui, punaise. Si on prenait un homme extrêmement musclé de notre époque, même un jeune de 15 ans était plus fort que lui. Un homme était capable de lever sans aucun souci 200 kilos. On leur apprenait aussi la lévitation, évidemment. On leur apprenait à maîtriser des allées. On leur montrait où poser des petites antennes, comment alimenter ces antennes et comment créer un couloir de lévitation. Leur principale mission, c'était de construire les villes. Chaque ville s'agrandissait sans cesse. Il y avait aussi pour les hommes une fonction nourricière. Les femmes se connectaient à chacun de leurs compagnons et l'envoyaient chasser les plantes, les cueillir, les trier, les sécher. Beaucoup de femmes abusaient de ce pouvoir.
L'homme était un peu leur domestique. On avait beau les briefer très jeunes, elles ont souvent profité de ce pouvoir. Donc l'homme était un peu comme son petit toutou. Il ne ressentait pas de, comment dire, il se sentait pas dégradé Mhm. pour autant. Mais il y avait beaucoup de profit. Les hommes et les femmes dormaient dans la même pièce, mais dans un lit différent. L'accouplement se faisait très souvent par terre. Ah ouais. Des couvertures étaient mises entre deux couvertures. Il était une espèce de paille d'herbe, je ne sais pas ce que c'est. Et ça partait comme ça. Il s'allongeait et il copulait. C'était quasi quotidien. C'était souvent la femme qui était initiatrice de l'acte. Si un compagnon ne la satisfaisait pas, elle était en droit de le repousser et en chercher un autre. Seuls les hommes qui étaient capables de satisfaire leur femme restaient avec elle toute leur vie. Tant qu'elle déclarait un compagnon à l'Assemblée, elle n'avait pas le droit de voir un autre homme. Célibataire non plus. Un homme délaissé par sa compagne avait le droit aussi de la quitter. Il n'avait pas obligation de supporter sa compagne. En général, 70% des couples restaient ensemble. Mhm. Les hommes qui partaient profondément en 5D étaient mieux traités que les autres. Ils arrivaient à satisfaire leurs femmes, même quand ils partaient loin, loin du territoire. Ils continuaient de contenter leurs femmes. Les autres étaient plus vus comme de la populace. Ça paraît hard quand on en parle comme ça, mais c'était quand même la meilleure des solutions pour garder un peuple uni. C'est laisser l'infériorité masculine en place. On en connaît aujourd'hui les terribles dégâts. La femme représente la douceur, la tendresse, l'amour, la joie. Une femme respecte ses propres sentiments. La femme a été dégradée quand Tanu est arrivé. Elle est aujourd'hui reléguée comme un objet sans valeur. Pour la vie de tous les jours, le matin, le couple se quitte. L'homme va accomplir son métier, du lever du soleil jusqu'au coucher. La femme doit donner la moitié de sa journée aux enfants. Ce que je t'expliquais tout à l'heure. L'autre moitié, elle doit nourrir les corps.
féminin et masculin, et les enfants. C'est une tâche qui n'est pas dégradante. C'est un honneur de nourrir les autres. Elle ne nourrissait pas forcément sa famille. Elle avait, elle aussi, un planning à suivre. Tel jour, elle faisait à manger, elle l'emmenait dans telle demeure. Un autre jour, c'était pour les enfants. Un autre jour, c'était pour peut-être son voisin. Une autre fois, très rarement, c'était pour elle et son compagnon et ses propres enfants. Elle ne savait jamais trop à l'avance pour qui elle allait cuisiner. Mais c'était ainsi. Le partage et l'échange permettaient à tout le monde de se voir. Dans une vie, tout le monde avait au moins fait à manger une fois pour quelqu'un d'autre. Il y avait dans les métiers des hommes un métier particulièrement important. C'était l'entretien des grilles énergétiques et cristallines. C'était chronophage et énergivore. Les hommes qui avaient ce métier mouraient plus jeunes que les autres. En général, ils ne fondaient pas de famille. Ils allaient rarement au-delà de 40 ans. Leur principale mission, c'était maintenir en état les deux grilles et repousser les assaillants. Ils passaient tellement d'énergie à les repousser qu'ils se vidaient physiquement aussi. Ils avaient, au sein du peuple atlante, la même considération que les femmes. Quand leur corps s'éteignait, ils avaient droit à de grandes cérémonies aussi. Il y avait aussi des métiers particuliers pour les femmes. Certaines femmes étaient des femmes de loi. Toute la cité d'Ursina était gérée par des lois. Il n'y avait pas une responsable de cité, mais plusieurs. Chaque responsable a été élu par une centaine d'Atlantes, hommes et femmes, à parts égales. C'était comme une démocratie, mais très transparente. De la part de ces femmes émanaient des lois qui étaient sans cesse revues, qui s'adaptaient sans cesse à l'état de la cité. Aucune personne n'avait le droit de déroger aux lois, sans quoi elle risquait sa vie. Quand une loi était promulguée, tout le monde le savait. Personne n'avait le droit à l'erreur. Il y avait beaucoup de lois sur le respect de l'eau. L'eau était sacrée. On ne pouvait pas jouer avec l'eau. On ne pouvait pas l'acheter. Si on la portait à la bouche, il était interdit de la cracher. Quand on se lavait dans des thermes, l'eau était retraitée.
avant d'être laissés en terre pour être purifiés. Tous les jours, au lever du soleil, tout petit peu avant, la méditation, la transe, était de rigueur. Elle ne faisait pas partie d'une loi, mais tout le monde l'appliquait. Commençait la journée avec une transe. Cette transe permettait d'éviter bien des pièges. Ensuite démarrait la journée de travail. Les femmes qui cuisinaient avaient aussi des hommes à disposition pour les aider. Et ces hommes emmenaient les repas à ceux qui partaient toute la journée. Ils emmenaient aussi les repas où ils étaient destinés. Il y avait un conseil des sages. Dans ce conseil des sages, il n'y avait que des prêtres et des prêtresses. Les seuls êtres masculins à être autant respectés que les femmes étaient les prêtres. Il y avait 70 prêtresses et 70 prêtres. Chaque loi proposée par les femmes devait passer au conseil des sages. Le conseil des sages donnait une approbation cosmique à la loi. S'il ne l'avait pas, la loi ne pouvait être appliquée que pendant 4 cycles lunaires. Au-delà, elle devait être visitée. Mamakia demande si tu as des questions. 4 cycles lunaires, c'est quoi? C'est 6 mois, c'est ça? 4 mois? C'est 8 mois. Ah, non, non, j'ai pas de questions. La ville était composée de quartiers d'habitation, d'un côté. Un autre quartier, toujours inhabité la nuit, que habité le jour pour les travailleurs, où ils fabriquaient les roches liquéfiées, Ah oui. principalement. Où il y avait aussi des chaudronniers, des charpentiers, des tuiliers, des cordonniers, des cordeliers, enfin, tous les métiers étaient regroupés dans ce quartier. Mais personne n'y vivait. Il y avait un autre quartier un peu plus loin qui était réservé aux enfants jusqu'à 2 ans. Totalement à l'est, il y avait le cimetière. Un autre quartier, le quartier spirituel. Il est composé de 7 temples. Chaque temple représente un chakra. Quand on le regarde du haut, on croirait à un corps éthérique. Les temples sont disposés comme les couches du corps éthérique. Et encore un peu plus loin, il y a d'autres temples, un autre quartier avec d'autres temples, qui ressemblent à cela, mais ce sont les temples des lois. Il y a un temple pour les lois de tous les jours, un temple pour les lois cosmiques, et un temple pour les lois martiales. Ça doit être beau, ça, à voir. C'est magnifique.
C'est avec des colonnes. Oui, ça ressemble un petit peu aux Mhm. colonnes romaines, un peu. Ouais. Les Grecs et les Romains ont tiré ça des Atlantes. Mhm. Les temples romains et grecs sont immenses parce que ces temples étaient immenses. Au moins une fois par semaine, chaque Atlante doit se rendre dans le quartier de la spiritualité. Et au bout de cette semaine, il faut qu'il ait fait chacun des temples, chaque chakra. Il doit entretenir ses chakras. Ah ouais. Ça lui permettait d'être toujours en bonne santé. Mhm. Avant chaque rapport sexuel, Mhm. il devait méditer. Il devait le faire au moins chez lui. Il devait mettre son corps en état réceptif. Mhm. Pareil pour la femme. Les femmes avaient un appétit sexuel démesuré par rapport à l'homme. Elles n'envisageaient d'ailleurs pas de rapport sans orgasme. Les débuts, c'était très frustrant pour les hommes. Au bout de quelques temps, quelques mois, Mhm. le couple devait être capable d'avoir des montées de Kundalini. Quand ils étaient parvenus à avoir cette montée, ils allaient dans le temple du chakra, du cœur, dans le quartier spirituel. Ils réservaient une salle dans ce temple et ils devaient s'employer à une position karmique. Ça les faisait évoluer physiquement et spirituellement. Quand c'était réussi, physiquement, ils grandissaient. Les plus petits Atlantes mesuraient 1,90 m. Les plus grands, presque 2,40 m. Les plus grands avaient de régulières montées de Kundalini. Les femmes étaient aussi grandes que les hommes, même si elles paraissaient plus faibles physiquement. Elles avaient le pouvoir d'anéantir un homme. Ah ouais. Les hommes savaient, connaissaient la puissance des femmes. Une femme n'était jamais agressée. Si ça arrivait, l'homme perdait sa vie. Le quartier des métiers, des emplois, des travailleurs Mhm. était interdit aux femmes. Le quartier des lois était interdit à toutes les personnes, sauf celles qui venaient voter les lois, les proposer, et les sages. Le cimetière n'était visité qu'une fois par an.
On n'allait pas déranger les morts. On, on avait aussi comme un mélange, un quartier populaire qui se trouvait au centre de la ville. Ici étaient pratiquées toutes les festivités. Elles démarraient en général dans le quartier spirituel. Il n'y avait pas de Dieu à idolâtrer. Mamakia ou d'autres prêtresses, mais à son époque, quand Mamakia était atlante, elle présidait toutes les festivités. Ensuite, ce quartier, appelé quartier populaire, était envahi. Certaines débauches étaient permises. Un peu comme les fêtes que faisaient les Mayas au Machu Picchu. Des gardes éthériques étaient en action et se relayaient. Donc des consommations de matière illicite étaient autorisées. Ça libérait les personnes, leur donnait une transe encore plus profonde. Ils arrivaient à visiter d'autres mondes, d'autres dimensions, beaucoup plus puissamment. Quand la fête était terminée, on s'assurait que personne n'était contaminé. Ces fêtes avaient lieu à chaque éclipse solaire. À cette époque, l'astre principal était la Lune et non le Soleil. Pour que tu puisses t'imaginer ça, il y a un reportage là, qui donne, où quelqu'un explique que la Terre est une galette, que ces deux astres sont très proches de la Terre, de taille identique. Mamaki a dit que tu l'as déjà vu. Ouais. C'est le doc là. Oui, c'est ça. Tu as eu l'instinct de le partager. Ouais. C'est assez révélateur et assez proche de ce qui se fait. Sauf que c'était la Lune qui gérait. Pas le doc, mais le prof, pardon. Oui, j'ai compris ce que tu disais. C'est quoi ça? Quoi? Qu'est-ce que tu m'as donné, Mamakia? Ça sert à quoi? Je la pose? Ok. Elle m'a donné un objet rond, de couleur un peu jaune. Elle me l'a fait poser sur un support, il est devenu transparent. Ouais. Ça permet de voir avec nos yeux des mondes d'ailleurs. Ouais. Elle dit que c'est de là qu'est sorti
la fameuse boule de cristal. Les humains parlent de boule de cristal parce que ils ont dans leur mémoire cette boule. C'est pas du cristal, c'est une matière qu'on n'exploite pas encore. Et ça permettait de voyager dans d'autres mondes, mais juste avec nos yeux. Ah oui. Si je pose mes mains dessus, je pense très fort où je veux aller, ça m'y Mhm. dirige, et je vois ça dans la boule. Je ne le vis pas, mais je le vois. Donc les moins aguerris avaient droit à cette boule. Ah oui. Pour les aider, tu veux dire? Oui, Et ça, c'est quelque chose qu'ils avaient chez eux. non, Ils allaient quelque part pour le faire. c'est dans le dernier quartier dont on va parler. Ah oui. Elle a fait une transition, c'est le quartier du savoir. Hmm. C'est cool ça. Ouais. Il y a 6 temples, ce sont les temples des instructions, Mhm. où on enseignait l'amour, le partage, la solidarité, tout ce qui s'ensuit. Chaque temple avait sa particularité. Et au milieu, il y avait la bibliothèque. Ouais. Je voulais savoir aussi s'ils avaient comme chez nous, de l'argent ou si ça n'existait pas. Comment est-ce qu'ils achetaient? Est-ce que c'était du troc ou est-ce qu'ils avaient besoin de choses pour se vêtir? Enfin, ils faisaient comment? Aucun troc, aucune monnaie d'échange. Mhm. L'équité sur le plan matériel était totale et parfaite. Comme je te l'ai dit, chaque femme et chaque homme, et plus les femmes, plus les hommes, excuse-moi, ont un métier qui leur est donné. Mhm. Les femmes s'occupaient beaucoup de la partie vestimentaire, due à leur habilité manuelle. Chaque femme faisait des vêtements sans savoir pour qui il était. Ah ouais. Chaque femme cuisinait sans savoir pour qui elle cuisinait. Ah ouais. Et chaque homme Mhm. construisait sans savoir pour qui il construisait. Mhm. Chacun faisait un peu pour l'autre en fin de compte. Pour tout le monde. Ouais. Ouais. Tout le monde avait un chez soi, le même matériel, Mhm. les mêmes tenues vestimentaires. Tout était équitable. Oui. Tu n'avais pas à envier ton voisin puisqu'il avait les mêmes choses que toi. Ah ouais. Chaque vêtement abîmé était remplacé sur le champ. Mhm. Chaque objet détérioré était remplacé sur le champ. Ah, donc de toute façon, il n'y avait pas de magasin qui donnait envie d'acheter des trucs, donc Tu n'avais pas d'échoppe. ouais, ça n'existait pas. Tout partait du quartier des métiers. Absolument tout était fait là-bas. Et ensuite, c'était, ça partait chez les personnes qui en avaient besoin. Mhm. Et quand les personnes, elles avaient besoin, par exemple, d'un nouveau vêtement, d'une nouvelle paire de chaussures, ils allaient réclamer ça où? Il y avait des maîtres de quartier. Donc dans le quartier des habitations, il y avait un maître pour environ une centaine de maisons. Ah oui. Quand tu avais besoin de quoi que ce soit, tu t'adressais à ce maître. Mhm. Très souvent, c'était une femme, majoritairement des Mhm. femmes. Si tu avais besoin de quelque chose, tu lui demandais. Si on te confiait une mission particulière qui nécessitait d'avoir par exemple une hache Mhm. ou un truc comme ça, en général, quand on te donnait la mission, on te donnait ce qu'il te fallait. Si tu sentais la nécessité d'avoir d'autres choses, tu le demandais au maître de quartier. Et il te faisait
apporter ce dont tu avais besoin. Une fois ta mission terminée, tu n'avais plus besoin de ce que tu as demandé, tu le disais au maître de quartier et une équipe venait récupérer le matériel. Quand les hommes partaient cueillir des plantes, des fruits, il y avait un rituel. Une demande était faite à la plante avant d'être coupée, à l'arbre avant de prélever ses fruits. Chaque blessure faite était soignée. Soit on ramassait les fruits qui étaient tombés, soit avant de les cueillir, on faisait une demande et on soignait la plaie avec une argile de type violette, comme celle que tu Ah emploies. ouais, c'est marrant ça. Les Atlantes communiquaient beaucoup avec les plantes. Quand ils avaient fini leur cueillette, ils cueillaient beaucoup de baies. Ils s'installaient tout autour des buissons où ils avaient cueilli. Et ils jouaient tous de la flûte. Ah oui. Et les plantes adorent la musique. Ah oui. C'était une manière de les remercier et les plantes remerciaient les Atlantes. Mhm. Elles étaient là pour les nourrir. Et quel est un repas type Atlante? Alors, ils se nourrissaient de quoi? Et par quelle quantité? Est-ce que c'était matin, midi et soir comme chez nous, ou bien ils mangeaient plus ou moins? Ils mangeaient principalement le matin. Ils mangeaient beaucoup le matin. Mhm. Ils consommaient beaucoup de miel. Ah oui. Il y avait énormément de ruches tout autour de la cité. Mhm. Il y avait déjà le métier d'apiculteur. Ouais. La parfaite communion avec les insectes leur permettait de prélever le miel à des moments précis, Mhm. à main nue, sans aucun équipement. Pas une seule abeille ne les piquait. Les abeilles s'écartaient pour les laisser prélever le miel. Quand les abeilles avaient besoin d'agrandir la ruche, elles le faisaient savoir. Et l'apiculteur agrandissait ou construisait une ruche plus grande. Mhm. L'apiculteur était toujours accueilli par les abeilles. Il ne tuait aucune abeille, faisait toujours attention de ne jamais en écraser. Mhm. Il y avait une communion entre les abeilles, qui étaient d'ailleurs beaucoup plus grosses qu'aujourd'hui, et l'Atlante. Elle faisait 2 fois la taille d'un frelon. Ah oui. Et oui, tout était plus gros, c'est vrai. Ouais. Ah, ça devait Le être miel, marrant. le miel était très très énergétique. Mhm. À partir de 12 ans, plus aucune consommation de lait n'était autorisée, Ouais. sauf en cas de maladie et d'urgence. Ils ne consommaient principalement que du lait de chèvre. Le lait bovin était très mal perçu. Aucun animal n'était mangé. En cas de pénurie très grave ou de maladie grave, Mhm. de très très rares sacrifices étaient faits. Chaque animal était respecté. Seuls les reptiles étaient chassés. Non tués, mais éloignés de la cité. Ça leur était strictement interdit. Tu parles des reptiles, quoi, des serpents, des choses comme ça? Oui, les serpents étaient constamment éloignés. Mhm. Les lézards étaient tolérés. Ouais. Chaque animal ne craignait pas les Atlantes. Les Atlantes n'ont jamais été agressés par les animaux. Mhm.
Ils étaient tous à majorité carnivores. Excuse-moi, je t'ai dit une bêtise. C'était à majorité herbivore. Les carnivores ne mangeaient que des insectes, qui étaient réellement gros. Les félins particulièrement mangeaient de gros scarabées, des scorpions. Il y avait des scarabées gros comme des chats. Ah ouais. Oh là là. Ils étaient sans âme, donc Mhm, ils s'en nourrissaient. mhm. Il y avait aussi des sauterelles qui avaient la taille d'un écureuil. C'est pareil, ils les consommaient. Autrement, les félins mangeaient énormément d'herbes et quelques baies. Les ours, les oursidés étaient tous, sans exception, herbivores. Beaucoup de baies. Ils étaient friands de miel aussi. Des ruches naturelles que l'homme s'interdisait de toucher ne servaient qu'aux ours. Et c'est pareil, les abeilles les invitaient à venir se servir. C'était une communion entre eux. Une rare race d'ours se nourrissait de poissons aussi. Il n'y avait pas de canines dans les bouches des Atlantes, et non plus pas dans les bouches de tous les félidés, de tous les canidés, de tous les oursidés. Nos canines humaines sont le résultat d'une manipulation génétique. Nous ne devrions avoir que 6 incisives en bas, 6 en haut, 4 prémolaires en haut, 4 prémolaires en bas, et tout le reste des molaires uniquement. Pas de canines. Les canines sont l'objet d'une manipulation. Tous les animaux avaient le droit de pénétrer dans la cité. Un animal blessé était tout de suite recueilli et soigné. Un animal vieillissant et mourant était pris en charge par un Atlante. Mhm. Il s'allongeait à côté de lui et l'aidait à mourir en paix. Que l'animal soit grand ou petit, il mourait toujours en compagnie d'un Atlante. Ah ouais. C'était très rare que l'animal meure seul. Est-ce que ça existait, les chiens, les chats? Oui, Ils avaient des animaux de compagnie comme nous? oui. Alors, c'était pas vraiment des chats, c'était plus des pumas. Mhm. En fait, chaque animal choisissait une maison. Ah oui. Les lynx ou pumas étaient particulièrement prisés par les Atlantes. Mhm. Mais il y avait aussi beaucoup de loups qui ont donné lieu et suite ensuite aux chats, aux chiens. Les loups étaient aussi très prisés. Ouais. Loups et pumas s'entendaient à merveille. Ah oui. Ils jouaient ensemble. Beaucoup étaient amis. Il y avait des grands liens d'amitié entre les canidés et les félidés. Mhm.
malgré la supériorité du félidé, Mhm. supériorité physique indéniable. Ouais. Il y avait jamais il n'a fait preuve de violence envers le loup. Le loup donnait beaucoup plus de lait que ne donnait le lynx. Beaucoup de loups vont allaiter des petits lynx. Trop chou. Et beaucoup de lynx se sont occupés de petits loups, sans pour autant les allaiter, mais il y avait comme un partage des connaissances entre les deux races. On ne voit pas cette agressivité entre chien et chat à cette époque. Plusieurs familles avaient les deux, et loup et lynx. Cependant, ils ne dormaient pas dans la chambre. Ils avaient le droit à toute la maison sauf la chambre. Bien qu'elle était entièrement ouverte, pas de porte, ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit d'y pénétrer. Aucun animal ne pénétrait. Mais les animaux étaient respectés comme l'étaient les Atlantes. Quand il y avait des fêtes, les animaux étaient là. Ils sentaient la joie des Atlantes. Et eux aussi étaient dans la joie. Un enfant pouvait aisément aller vers un lynx, l'embrasser et jouer avec. Pas une griffe, pas une morsure. Rien. Le lynx jouait autant que l'enfant en avait envie. Le loup, c'était pareil. Beaucoup d'enfants montaient sur le dos des loups, comme si c'était un cheval. Le loup était plus robuste de la colonne vertébrale que le lynx, donc. Très souvent, le loup servait de poney, en fait, aux enfants. Le loup mesurait plus d'1,20 m au garrot à l'époque. Mhm. C'était énorme. Ah ouais. Oh, punaise. Il était monstrueux, très très grand. Ah ouais. Pour juste une petite déviation, est-ce que les loups-garous, ils existent réellement? Ils ont existé, oui. Ah ouais. Parce que je vois Une, souvent des loups-garous sur Netflix, là. Et je me pose toujours la question de savoir si c'est vrai ou pas. une machination d'Anu. Ouais. Les premiers loups-garous sont dus à une mauvaise manipulation génétique des Anunnaki. Mm. Mamakia veut m'emmener dans un endroit, elle me dit que ça va prendre quelques secondes. Ouais, ok. Il faut que tu patientes, il va y avoir un silence. D'accord. Tout de suite. On est arrivé. Ouais. Où ça? C'est magnifique. On dirait un gros, on dirait une forêt, un parc, tu vois, une Mhm. jungle, j'en sais rien, je sais pas comment dire. Il y a que de la verdure. Mhm. C'est trop, trop beau. Elle me dit que c'est un endroit où tous les Atlantes peuvent venir Ah ouais. plusieurs fois par mois. Il y a des animaux que je n'ai jamais vus, de Ah toutes les oui. couleurs, tout le monde te salue, et j'ai des oiseaux qui se posent sur moi. Ah, trop bien. Ouais. Il y a, on dirait des petits écureuils aussi. Mm. Plein de rongeurs, ils viennent, ils me saluent, ils montent sur moi, ils redescendent. Mhm. C'est incroyable. Elle me dit que cet endroit est un peu comme un paradis.
Elle me dit que ce lieu, nous on l'appellerait le paradis en fait. Ah ouais. Elle dit que c'est la perfection de la nature, la perfection de la source. Il n'y a pas un seul défaut, pas une seule agressivité. Une flore qui est là pour nourrir la faune. Une faune qui respecte la flore, une flore qui respecte la faune. Mhm. Quand je marche, je suis en lévitation. Ah ouais. Les animaux aussi, pour ne pas détruire ce qu'il y a sous nos pieds. Mhm. Il y a des insectes, il y a toute une vie sous nos pieds. Il ne faut pas qu'on les détruise. C'est trop trop beau. On a encore cet endroit sur Terre. Ah oui? Il est pour l'instant extrêmement caché. Ah ouais. Il est aussi grand que la France. Ah oui. L'élite sait qu'il existe Mhm. et ne peut y aller. Cet endroit est pour l'instant bien protégé, principalement par les Russies, la Russie et la Chine. Ouais. C'est dans ce coin-là? Elle sourit. Elle dit que tu es trop curieuse. Qu'est-ce que je vois là qu'ils avaient au temps des Atlantes? Mhm. C'est en fait ce petit paradis-là. Et est-ce qu'il y a des choses intéressantes dans ce lieu, à part l'endroit de végétation, mais il y a des choses à voir sinon? En fait, on y retrouve les animaux, mais à leur état originel. Ah ouais. Tu veux dire qu'il y en a toujours Oui, ou c'est à l'époque? Ah oui, donc ce lieu il est protégé, il y a toujours des animaux donc de l'époque. oui, Donc ça a été préservé cet endroit. oui. Est-ce qu'il y a aussi des humains ou c'est que des animaux? Il y a des humains aussi, Ah oui. à leur état origine. Oh là là. Des Atlantes? Oui. Et des humains, Ah oui. adamiques. Ils connaissent notre existence, eux? Oui. Ils ont honte de l'évolution. Bah oui, tu m'étonnes. Mm. Est-ce que est-ce que c'est une bonne chose d'essayer de les contacter ou bien pas spécialement? Est-ce que ça peut être utile ou pas du tout? Pour notre connaissance personnelle, oui. Ouais. C'est pour ça que Mamakia m'a emmené ici. Mhm. Elle m'a dit que la vie des Atlantes, à cette époque, il n'y avait pas de guerre. Donc pas de rien de vraiment intéressant, si ce n'est la partie spiritualité du sujet. Pour cette zone, tu veux dire? Pour cette Non, population-là? non, non. Pour les Atlantes. Ouais. Pour la ville qu'on a visitée. Mhm. D'accord? Ok. Et comment s'appelle ce lieu, si on peut avoir le nom de ce petit paradis là? Narnia. Oh là là, comme le film.
il tire son nom de là. J'adore ce film. Ah, c'est énorme. Je l'ai vu je sais pas combien de fois tellement je l'aimais. Je l'ai pas vu, moi. Ah bon? C'est 3 films en fait. Ouais, j'adore. Faut que Je tu... vois qu'il y a un lion. Je Ouais, vois un lion dedans. ouais, c'est un des héros. Hmm, Il est gentil. d'accord. Ah Le ouais. lion est considéré comme le roi de la jungle parce que dans Narnia, c'est l'être le plus respecté. Mhm, Il a gardé cette notoriété dans la vie humaine. mhm. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, on le dit roi des animaux. Ah ouais. Ah, c'est énorme. Donc Narnia, ouais, c'est pas un truc inventé quoi. Narnia est un film révélateur, Ouais. à prendre extrêmement au sérieux. Mhm. Ouais, c'est une petite fille qui passe, qui trouve une armoire, et au fond de cette armoire, il y a une porte où elle passe dans un autre monde, le monde de Narnia. Oui, Il y a toute l'histoire derrière. c'est un vortex, un portail. Ouais, c'est ça. Elle, tout ce qu'elle voit existe. Ah ouais. Et il y a un faune, elle tombe sur un faune en arrivant, Oui, c'est ça. qui l'emmène chez lui. Il joue de la flûte à un moment de temps. Oui. Ouais, c'est un film pour enfants de base, mais je t'avouerai que je l'ai regardé beaucoup de fois. Il est très, très révélateur. Ah ouais. C'est trop beau les images. Il y a de la neige partout, c'est magnifique. Ah, j'ai adoré. Il faut que je le voie. Ah ouais. Bien, on a terminé pour... Bon allez, je te fais revenir. Oui. Alors, Mm. déconnecte-toi de tous, de toutes les dimensions, des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Maintenant, prépare-toi pour revenir au présent, à la dimension terrestre.